Bonsoir Phil, comment allez-vous? Oh, bah, correctement. Autant que faire se peut en ce monde troublé. Et vous, Lilou, ça va? Moi ça va. Géry, je vous ai entendu là dans un space. Pardon, mais je vous ai entendu essayer d'expliquer la Russie, tout ça, l'OTAN. J'ai Ah bien oui, ri. oui. Je crois que j'ai dit à Alexa qu'elle battait tous les records. À chaque jour, elle était plus conne que la veille. Ah non, mais je vous admire. Moi, je vais plus dans les spaces que je peux pas expliquer aux gens. On verra vendredi, hein, mais bon, bref, c'est très compliqué de vivre en ce moment sur cet espace numérique. On entend tout et n'importe quoi. Donc merci, j'ai bien ri. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va commencer le space puisqu'il va durer que 1 heure. Hein, et je vous laisse, bien entendu, puisque c'est le space où Phil compte lit. Moi, je lis également. Vous pouvez lire si vous le souhaitez. Je rappelle qu'il est bimensuel. Je vous rappelle également, mais ça vous le savez déjà, il est rec. Il finira aussi sur YouTube et vous respectez les règles, vous vous respectez les uns les autres, vous respectez le droit, vous connaissez, je le dis à chaque fois. Et en tant qu'assistante vétérinaire vivant en Nouvelle-Zélande, ayant suivi les cours de droit de Philippe Comte, on va commencer à l'écouter. On va commencer à l'écouter maintenant. Et moi, je continuerai la lecture de mon roman d'amour de Yasmina Kadra. Voilà. Merci Philippe, à vous. Oui, alors je vais lire un auteur que j'aime beaucoup, qui est peut-être l'auteur qui m'a le plus marqué dans mes opinions politiques, qui est Arthur Koestler. Alors, une fois, j'avais déjà lu des passages de Spartacus, mais là, ça va être l'autre, on va dire le pendant de Spartacus, l'antithèse de Spartacus, puisque c'est le zéro et l'infini. Hein, dans Spartacus, Spartacus ne réussit pas à faire la révolution parce que justement euh, il ne veut pas massacrer comme il devrait massacrer pour pouvoir faire la révolution. Et finalement, la révolution de Spartacus échoue parce qu'il était trop gentil. Et là, dans le zéro et l'infini, ben on est en pleine époque stalinienne. Et bah, la révolution réussit, mais en même temps, bah, elle devient ce que devient le stalinisme. Et c'est donc l'autre écueil. Hein, une fois, j'avais lu aussi sur les chevaux du lac Ladoga qui fuyaient le feu pour tomber dans la glace. Eh bien là, c'est la même chose. Alors donc, je vais vous lire un passage du zéro et l'infini. Pourquoi avez-vous exécuté Bogrov? Pourquoi? À cause de la question des sous-marins, dit Ivanov. Il s'agissait du programme de tonnage, vieille querelle dont tu n'as pas oublié les commencements. Bogrov était partisan de la construction de sous-marins de gros tonnage et à gros rayon d'action. Le parti s'est prononcé pour les petits sous-marins à faible rayon d'action. Pour la même somme, on peut construire 3 fois plus de petits sous-marins que des grands. Les deux partis invoquaient des arguments techniques valides. Les experts déployaient forces épures et formules algébriques. Mais le vrai problème était tout autre. Les gros sous-marins, ça revient à dire politique d'agression en vue de la révolution mondiale. Les petits sous-marins, c'est la défense côtière, c'est-à-dire une politique défensive. C'est remettre à plus tard la révolution mondiale. C'est le point de vue du camarade numéro un et du parti. Bogrov avait de nombreux partisans à l'amirauté, et parmi les officiers de la vieille garde. L'éliminer ne suffisait pas, il fallait aussi discréditer. Nous avions conçu le projet d'un procès destiné à démasquer comme des saboteurs et des traîtres les partisans des gros tonnages. Nous avions déjà amené plusieurs petits ingénieurs à se sentir disposés à avouer publiquement tout ce que nous voudrions. Mais Bogrov ne voulait pas jouer. Il a déclamé jusqu'au bout sur les gros tonnages et la révolution mondiale. Il était de 2 décennies en retard. Il ne voulait pas comprendre que la conjoncture est contre nous, que l'Europe actuelle traverse une période de réaction et que nous sommes dans le creux de la vague, que nous devons attendre d'être soulevés par la suivante, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais pas aujourd'hui. Dans un procès public, il n'aurait fait que provoquer de la confusion dans le peuple. La seule façon était de le liquider. N'aurais-tu pas fait comme nous dans la même situation? Gorbatchev ne répondit pas.
Il s'arrêta de marcher et resta de nouveau appuyé contre la paroi du numéro 406 à côté du seau dont montaient des bouffées nauséabondes. Il ôta son pince-nez et regarda Ivanov de ses yeux éraillés de bête aux abois. « Tu ne l'as pas entendu gémir dans la torture, dit-il. Ivanov alluma une cigarette au mégot de la précédente. Lui aussi se trouvait gêné par la puanteur du seau. « Non, dit-il, je ne l'ai pas entendu. Mais j'ai vu et entendu des choses analogues. Et après ?» Roubachov se tut. À quoi bon essayer d'expliquer? Comme un écho, la plainte et le roulement assourdi retentissaient de nouveau dans ses oreilles. Cela ne pouvait pas s'exprimer, pas plus que la courbe des seins d'Arlovin avec leurs pointes chaudes et abruptes. Rien ne pouvait s'exprimer. Que disait le message du coiffeur? Mourir en silence. Et après? Répéta Ivanov. Il allongea la jambe et attendit. N'obtenant pas de réponse, Ivanov reprit la parole. Si j'avais pour toi la moindre trace de pitié, dit-il, je te laisserais tranquille à présent, mais je n'ai pas la moindre trace de pitié. Je bois. Pendant quelque temps, comme tu le sais, je me suis drogué. Mais ce vice qui est la pitié, jusqu'ici, je suis parvenu à l'éviter. La plus petite dose et tu es fichu. Pleurer sur le genre humain, se lamenter. Oh, tu sais combien notre race russie est pathologiquement encline. Nos plus grands poètes se sont anéantis avec ce poison-là. Jusqu'à 40, 50 ans, c'était des révolutionnaires. Et puis, ils se sont laissés dévorer par la pitié et le monde a vu en eux des saints. Dostoïevski, Tolstoï. Tu parais avoir la même ambition et t'imaginer que c'est un phénomène individuel qui te serait réservé quelque chose sans précédent. Prends garde à ces transports, dit-il. Chaque bouteille de spiritueux contient une quantité mesurable de transport. Malheureusement, il n'y a jamais que fort peu de gens, surtout parmi nos compatriotes, pour se douter que les transports de l'humilité et de la douleur sont de la pacotille, tout comme ceux que l'on se donne par des moyens chimiques. Quand je me suis réveillé de l'anesthésie et que je me suis aperçu que mon corps finissait au genou gauche, j'ai aussi éprouvé une espèce de transport de malheur absolu. Te souviens-tu des sermons que tu m'as prêchés dans ce temps-là? Il se versa encore un verre et il but d'un trait. Voici où je veux en venir, dit-il. Il n'est pas permis de considérer le monde comme une espèce de bordel à émotions métaphysiques. Cela est pour nous le premier commandement. Sympathie, conscience, dégoût, désespoir, repentir et expiation, tout cela n'est pour nous qu'une répugnante débauche. S'asseoir et se laisser hypnotiser par son nombril, lever les yeux et tendre la nuque humblement au revolver de Gletkin, c'est une solution facile. La plus forte tentation pour les hommes comme nous, c'est de renoncer à la violence, de se repentir, de se mettre en paix avec soi-même. La plupart des grands révolutionnaires ont succombé à cette tentation. De Spartacus à Danton et à Dostoïevski, ils représentent la forme classique de la trahison d'une idée. Les tentations de Dieu ont toujours été plus dangereuses pour l'humanité que celles de Satan. Tant que le chaos dominera le monde, Dieu sera un anachronisme. Et tout compromis avec notre conscience sera une perfidie. Quand la maudite voix intérieure te parle, bouge-toi les oreilles de tes deux mains. Il cherchait la bouteille à tâtons derrière lui et se versa encore un verre. Roubachov remarqua que la bouteille était déjà à moitié vide. Toi aussi, se dit-il, tu as besoin d'oublier. Les plus grands criminels de l'histoire, reprit Ivanov, ne sont pas du genre Néron et Fouché, mais du genre Gandhi et Tolstoï. La voix intérieure de Gandhi a fait davantage pour empêcher la libération de l'Inde que les canons britanniques. Se vendre pour 30 deniers est une honnête transaction, mais se vendre à sa conscience, c'est abandonner l'humanité. L'histoire est a priori amorale, elle n'a pas de conscience. Vouloir mener l'histoire selon les maximes du catéchisme, c'est laisser les choses en état. Tu le sais aussi bien que moi. Tu sais ce qui est en jeu dans cette partie, et voilà que tu me parles des gémissements de Bogrov. Il vida son verre et ajouta « Ouh, ta conscience te picote à cause d'Arlova ». Roubachov savait de longue date qu'Ivanov buvait sec. Cela ne modifiait en rien ses manières. Tout au plus appuyait-il sur les mots un peu plus que d'habitude. Oui, tu as besoin d'oubli, se dit encore Roubachov. Peut-être encore plus que moi. Il s'assit sur les 3 tabourets en face d'Ivanov et écoutait. Tout cela n'était pas nouveau pour lui. Il avait défendu le même point de vue pendant des années, dans les mêmes termes ou en termes analogues. Mais alors, il n'avait connu que sous forme d'abstraction ces phénomènes intérieurs dont Ivanov parlait avec tant de mépris. Tandis qu'à présent, il avait rencontré la fiction grammaticale comme une réalité physique existant dans son propre corps.
Mais ces phénomènes irrationnels étaient-ils devenus plus acceptables simplement parce qu'ils les avaient maintenant éprouvés en personne? Devenait-il moins nécessaire de lutter contre l'ivresse métaphysique simplement parce que vous en étiez ivre vous-même? Lorsqu'un an auparavant, il avait envoyé Arlova à la mort, il n'avait pas eu assez d'imagination pour se représenter les détails d'une exécution. Allait-il maintenant se comporter différemment simplement parce qu'il en connaissait certains aspects? Ou bien il avait eu raison, ou bien il avait eu tort, lui, de sacrifier déjà Richard, Arlova et le petit Lévi. Mais le bégaiement de Richard, la courbe des seins d'Arlova ou le pleurnichement de Bogrov, qu'avait donc-il à faire avec la justice ou l'injustice objective de la mesure prise? Robachov se remit à marcher de long en large. Il lui semblait que tout ce qu'il avait éprouvé depuis son emprisonnement n'avait été qu'un prélude, que ses méditations l'avaient amené à une impasse, au seuil de ce qu'Ivanov appelait le bordel métaphysique, et qu'il lui fallait recommencer au commencement. Et pour combien de temps lui restait-il? Il s'arrêta, prit le verre dans la main d'Ivanov et le vida. Ivanov le regardait. T'aimes mieux comme ceci, dit-il avec un sourire fugitif. Les monologues en forme de dialogue sont une institution utile. J'espère avoir bien imité la voix du tentateur. Dommage que le parti adverse ne soit pas représenté, mais c'est l'un de ses artifices. Il ne se laisse jamais entraîner dans une discussion rationnelle. Il vous prend toujours au dépourvu, lorsque vous êtes seul, sans défense et avec une mise en scène raffinée, dans des buissons ardents ou sur des cimes enveloppées de nuages. Il montre une préférence marquée pour une victime endormie. Les méthodes du grand moraliste sont passablement déloyales et théâtrales. Roubachov n'écoutait plus. Il allait et venait se demander encore si, Arlova étant en vie, il la sacrifierait encore. Ce problème le captivait. Il semblait contenir la réponse à toutes les autres questions. Il s'arrêta devant Ivanov et lui demanda « Te souviens-tu de Raskolnikov ?» Ivanov lui jeta un sourire ironique. « Ah, il fallait s'attendre à ce que tu en viennes là tôt ou tard, crime et châtiment. Voilà que nous revenons à notre adolescence. » Un moment, dit Roubachov allant et venant d'un air agité. Tout ça n'était que parole, mais maintenant nous approchons du cœur de la question. Si je me souviens bien, le problème est de savoir si l'étudiant Raskolnikov avait le droit de tuer la vieille usurière. Il était jeune et doué, elle était vieille et absolument inutile au monde. Mais l'équation ne colle pas. D'abord, les circonstances le forcent à assassiner une autre personne. Telle est la conséquence imprévisible et illogique d'une action en apparence simple et logique. En second lieu, l'équation est en tout cas démonie, parce que Raskolnikov s'aperçoit que 2 fois 2 ne font pas 4 lorsque les unités mathématiques sont des êtres humains. Eh bien, dit Ivanov, si tu veux mon avis, il faudrait brûler tous les exemplaires de ce maudit bouquin. Considère un instant où nous mènerait cette nébuleuse philosophie humanitaire si nous devions la prendre au pied de la lettre. Si nous devions nous tenir au précepte qui veut que l'individu soit sacré et que nous ne devions pas traiter des vies humaines selon les règles de l'arithmétique. Ça voudrait dire qu'un chef de bataillon ne peut pas sacrifier une patrouille pour sauver un régiment, que nous ne pouvons pas sacrifier les imbéciles comme Bogrov et que nous devons courir le risque de laisser bombarder nos villes côtières d'ici 2 ans. Roubachov secoua la tête. Tous tes exemples sont tirés de la guerre, c'est-à-dire de circonstances anormales. Depuis l'invention de la machine à vapeur, répartit Ivanov, le monde est en permanence dans un état anormal. Les guerres et les révolutions ne sont que l'expression visible de cet état. Tant Raskolnikov est néanmoins un imbécile et un criminel. Non pas qu'il agisse de façon illogique en tuant la vieille femme, parce qu'il le fait dans son intérêt personnel. Le principe selon lequel la fin justifie les moyens est et demeure la seule règle de l'éthique politique. Tout le règle n'est que vague bavardage et vous fond entre les doigts. Si Raskolnikov avait assassiné la vieille sur ordre du parti, par exemple pour augmenter les fonds de grève ou pour monter une imprimerie illégale, alors l'équation collerait. Et le roman avec son problème trompeur n'aurait jamais été écrit. Et ce serait tant mieux. Roubachov ne répondit pas. Il était toujours captivé par le problème de savoir si aujourd'hui, après son expérience des derniers mois et des derniers jours, il enverrait encore Arlova à la mort. Il ne le savait pas. En logique, Ivanov avait raison dans tout ce qu'il disait. L'adversaire invisible gardait le silence et n'indiquait son existence que par une sourde sensation de malaise. En cela aussi, Ivanov avait raison. Ce comportement de l'adversaire invisible qui jamais ne s'exposait à la discussion et n'attaquait les gens que dans leurs moments sans défense, jetait sur lui une lumière fort douteuse. Je n'approuve pas le mélange des idéologies, poursuivit Ivanov. Il n'y a que 2 conceptions de la morale humaine et elles sont à des pôles opposés. L'une d'elles est chrétienne et humanitaire. Elle déclare l'individu sacré et affirme que les règles de l'arithmétique ne doivent pas s'appliquer aux êtres humains.
qui dans notre équation représente soit 0, soit l'infini. L'autre conception part du principe fondamental qu'une fin collective justifie tous les moyens, et non seulement permet, mais exige que l'individu soit en toute façon subordonné et sacrifié à la communauté, laquelle peut disposer de lui, soit comme d'un cobaye qui sert une expérience, soit comme de l'agneau que l'on offre en sacrifice. La première conception pourrait se dénommer morale anti-vivisectionniste, la seconde, morale vivisectionniste. Les fumistes et les dilettantes et les végétariens ont toujours essayé de mélanger les deux conceptions. En pratique, c'est impossible. Quiconque porte le fardeau du pouvoir et de la responsabilité s'aperçoit du premier coup qu'il lui faut choisir. Il est fatalement conduit à choisir la seconde conception. Connais-tu, depuis l'établissement du christianisme comme religion d'État, un simple exemple d'État qui ait réellement suivi une politique chrétienne? Tu ne peux pas m'en désigner un seul. Au moment difficile, et la politique est une suite ininterrompue de moments difficiles, les gouvernants ont toujours pu invoquer des circonstances exceptionnelles qui exigeaient des mesures exceptionnelles. Depuis qu'il existe des nations et des classes, elles vivent l'une contre l'autre dans un état permanent de légitime défense qui les force à remettre à d'autres temps l'application pratique de l'humanitarisme. Roubachoff regardait par la fenêtre. La neige fondue avait gelé et étincelait, formant une surface irrégulière de cristaux d'un blanc jaunâtre. Sur le mur, la sentinelle faisait les 100 pas, l'arme à l'épaule. Le ciel était limpide, mais sans lune. Au-dessus de la tourelle brillait la voie lactée. Roubachoff haussa les épaules. Admettons, dit-il, que soit incompatible l'humanitarisme et la politique, le respect de l'individu et le progrès social. Admettons que Gandhi soit une catastrophe pour l'Inde, que la chasteté dans le choix des moyens conduise à l'impuissance politique. Dans la négative, nous sommes d'accord. Mais regarde où nous a conduit l'autre méthode. Où donc? Demanda Ivanov. Roubachoff frotta son pince-nez sur sa manche et regarda Ivanov d'un air myope. Mais quel gâchis, dit-il. Quel vilain gâchis nous avons fait notre âge d'or. Ivanov sourit. Cela se peut, dit-il d'un air satisfait. Mais pense au Grac et à Saint-Just et à la Commune de Paris. Jusqu'à maintenant, toutes les révolutions ont été faites par des dilettantes moralisateurs. Ils ont toujours été de bonne foi et ont péri de leur dilettantisme. Nous sommes les premiers à être logiques avec nous-mêmes. Oui, dit Roubachoff. Si logique que dans l'intérêt d'une juste répartition de la terre, nous avons de propos délibérés laissé mourir en une seule année environ 5 millions de paysans avec leurs familles. Nous avons poussé si loin la logique dans la libération des êtres humains des entraves de l'exploitation industrielle que nous avons envoyé environ 10 millions de personnes aux travaux forcés dans les régions arctiques et dans les forêts orientales dans des conditions analogues à celles des galériens de l'Antiquité. Nous avons poussé si loin la logique que pour régler une divergence d'opinion, nous ne connaissons qu'un seul argument, la mort, qu'il s'agisse de sous-marins, d'engrais ou de la politique du parti en Indochine du Sud. Nos ingénieurs travaillent avec l'idée constamment présente à l'esprit que toute erreur de calcul peut les conduire en prison ou à l'échafaud. Les hauts fonctionnaires de l'administration ruinent et tuent leurs subordonnés parce qu'ils savent qu'ils seront rendus responsables de la moindre inadvertance et seront eux-mêmes tués. Nos poètes règlent leurs discussions sur des questions de style en se dénonçant mutuellement à la police secrète parce que les expressionnistes considèrent que le style naturaliste est contre-révolutionnaire et vice-versa. Agissant logiquement dans l'intérêt des générations à venir, nous avons imposé de si terribles privations à la présente génération que la durée moyenne de son existence est raccourcie du quart. Afin de défendre l'existence du pays, nous avons dû prendre des mesures exceptionnelles et faire des lois de transition en tout point contraires au but de la Révolution. Le niveau de vie du peuple est inférieur à ce qu'il était avant la Révolution. Les conditions de travail sont plus dures, la discipline est plus inhumaine, la corvée de travail est aux pièces, pire que dans les colonies où l'on emploie des coulis indigènes. Nous avons ramené à 12 ans la limite d'âge pour la peine capitale. Nos lois sexuelles sont plus étroites d'esprit que celles de l'Angleterre. Nos cultes du chef plus byzantins que dans les dictatures réactionnaires. Notre presse et nos écoles cultivent le chauvinisme, le militarisme, le dogmatisme, le conformisme et l'ignorance. Le pouvoir arbitraire du gouvernement est illimité et reste sans exemple dans l'histoire. Liberté de la presse, d'opinion et de mouvement ont totalement disparu, comme la Déclaration des droits de l'homme n'aurait jamais existé. Nous avons édifié le plus gigantesque appareil policier dans lequel les mouchards sont devenus une institution nationale et nous l'avons doté du système le plus raffiné, le plus scientifique de torture mentale et psychique. Nous menons à coups de fouet les masses gémissantes vers un bonheur futur et théorique que nous sommes les seuls à entrevoir.
Car l'énergie de cette génération est épuisée. Elle s'est dissipée dans la Révolution. Cette génération est saignée à blanc et il ne reste plus qu'un apathique lambeau de chair sacrificatoire qui geint dans sa torpeur. Voilà les conséquences de notre logique. Tu as appelé ça la morale vivisectionniste. Eh bien, il me semble que les expérimentateurs ont écorché la victime et l'ont laissé debout, ses tissus, ses muscles et ses nerfs mis à nu. Eh bien, et après, dit Ivanov, tu ne trouves pas ça merveilleux? Est-ce qu'il est jamais arrivé quelque chose de plus merveilleux dans toute l'histoire? Nous arrachons sa vieille peau à l'humanité pour lui en donner une neuve. Ce n'est pas là une occupation pour des gens qui ont les nerfs malades, mais il fut un temps où ça te remplissait d'enthousiasme. Qu'est-ce qui t'a changé pour que tu sois maintenant aussi délicat qu'une vieille fille? Roubachov voulut répondre. Depuis lors, j'ai entendu Bogrov m'appeler. Mais il savait que cette réponse n'avait pas de sens. Il continue. Continuons ta métaphore. Je vois bien le corps de cette génération écorché et vif, mais je ne vois pas trace de peau neuve. Nous avons tous cru que nous pouvions traiter l'histoire comme on fait des expériences en physique. La différence, c'est qu'en physique, on peut répéter 1000 fois l'expérience, mais qu'en histoire, on ne la fait qu'une fois. Danton et Saint-Just ne s'envoient qu'à l'échafaud qu'une seule fois. Et s'il se trouvait que les grands sous-marins étaient après tout ce qu'il nous fallait, le camarade Bogrov ne reviendra pas à la vie. Et quand déduis-tu de là demanda Ivanov. Faut-il nous tourner les pouces parce que les conséquences d'une action ne sont jamais tout à fait prévisibles et que par suite toute action est mauvaise? Nous donnons notre tête en gage pour répondre de chacune de nos actions. On ne peut pas nous en demander davantage. Dans le camp adverse, ils n'ont pas de tels scrupules. N'importe quel imbécile de général peut expérimenter avec des milliers de corps vivants et s'il commet une erreur, il sera tout au plus mis à la retraite. Les forces de réaction et de contre-révolution n'ont ni scrupules, ni problème de morale. Imagine-toi un Scylla, un Gallifet, un Koltchak, lisant Crime et Châtiment? Non, des oiseaux rares comme toi ne peuvent se trouver que sur les arbres de la Révolution. Pour les autres, c'est plus facile. As-tu lu les brochures d'une société anti-vivisectionniste? Il y a de quoi vous convaincre et vous fendre le cœur. Comme on lit comme un pauvre roquet à qui on a enlevé le foie, geint et lèche la main de son bourreau. On a envie de vomir, comme toi ce soir. Mais si ces gens avaient au chapitre, nous n'aurions pas de sérum contre le choléra, la typhoïde ou la diphtérie. Il vida la bouteille, bâilla, s'étira et se leva. Il alla en boitillant se mettre à côté de Roubachov devant la fenêtre et regarda au dehors. Il commence à faire jour. Ne fais pas l'imbécile, Roubachov. Tout ce que j'ai dit ce soir est élémentaire et tu le sais aussi bien que moi. Tu étais dans un état nerveux d'abattement, mais maintenant, c'est fini. Debout, près de lui à la fenêtre, il avait posé le bras sur l'épaule de Roubachov. Sa voix se faisait presque tendre. Maintenant, va-t'en passer cela en dormant, vieux cheval de bataille que tu es. C'est demain notre terme. Mais nous aurons besoin d'avoir toute notre tête pour fabriquer ta déposition. N'ose pas les épaules. Tu es toi-même au moins à demi convaincu de ce que tu signeras. Si tu le nies, ce n'est que lâcheté morale. La lâcheté morale a mené bien des gens au martyr. Roubachov regarda la lumière grisâtre du dehors. La sentinelle faisait demi-tour à droite. Au-dessus de la tourelle et de ses mitrailleuses, le ciel était d'un gris pâle avec une lueur rouge. Je vais encore y réfléchir, dit Roubachov. Lorsque la porte se fut refermée sur son visiteur, Roubachov savait qu'il avait déjà à moitié capitulé. Il se jeta sur la couchette, épuisé et pourtant curieusement soulagé. Il se sentait creux et vidé. Et en même temps, on aurait dit qu'un poids qui pesait sur lui avait été enlevé. L'appel pitoyable de Bogrov avait perdu dans sa mémoire un peu de sa précision acoustique. Qui pouvait dire que ce fut une trahison si au lieu des morts, on restait fidèle aux vivants? Voilà. Oh waouh! Moi, c'était génial. J'aime bien parce que vous choisissez des textes qui permettent de se projeter dans la réalité actuelle. Donc, j'aime beaucoup la notion de l'infini aussi. Et l'autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est j'oublie, mais jusqu'où on peut aller. Enfin, je retrouverai, mais vraiment merci beaucoup. Si vous pouvez mettre la référence aussi dans la pub, ce serait bien. Oui, pas de Voilà, souci. la fin justifie les moyens. Voilà, c'est le principe du zéro et l'infini, et bien entendu, le zéro et l'infini est aussi une impasse, tout comme Spartacus, où justement, c'est plutôt Roubachov, Spartacus est plutôt Roubachov là, Spartacus perd, et là, Ivanov amène
amène l'Union soviétique au pire aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne solution. Et c'est tout le problème de l'œuvre de Kessler. Il hésite toujours entre les deux. J'aime beaucoup, merci beaucoup, vraiment très, très, très intéressant. J'en profite aussi pour reset le space, donc bonsoir à tous ceux qui sont arrivés après. Je passe bonsoir à Eric que j'ai vu, tu seras Sobé, point de suspension, les habitués des space. Angélique, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, Sandy aussi, Silpé, Penny Ben, Andra. Donc ici, vous êtes sur un space lecture. À la base, donc Phil Comte faisait des space lecture l'année dernière. Et on fait un space lecture d'1 heure le mercredi soir de 21h à 22h, bimensuel, donc un mercredi sur 2. Il n'y a pas forcément de thématique. Si vous voulez monter, lire, il n'y a pas de souci. Philippe a lu là, mais je pense qu'il relira encore puisqu'il a lu pour à peu près une demi-heure. Moi, je vais dire peut-être un quart d'heure, une vingtaine de minutes, mais comme c'est focus sur Philippe, je vais quand même pas prendre tout le reste du temps. Donc personnellement, je lis toujours des romans d'amour, puisque j'aime beaucoup les histoires d'amour. Et j'ai choisi la semaine dernière, et du coup je réitère la suite à chaque fois pour chaque space sur cette saison, Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, et on est dans l'Algérie des années 30. Et actuellement, on est au stade où un jeune garçon dont le père a tout perdu par le feu, donc les champs de blé notamment, qu'il exploitait, il est confié à son oncle pharmacien dans un village d'Oran. Et il va du coup s'intégrer à la communauté pieds noirs, avoir des amitiés fortes. Et ensuite, il va rencontrer une princesse. Et cette princesse que tout le monde se dispute s'appelle Émilie. Et ils auront une merveilleuse histoire d'amour. Voilà, donc je vais reprendre là où je m'étais arrêtée la semaine dernière. Ils arrivent chez le frère pharmacien et le père dépose son fils pour qu'il ait droit un peu à une nouvelle vie. Voilà, donc n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez quoi que ce soit. Et alors Philippe, vous n'avez pas pris le co-hôte du coup quand même, mais ce qui aurait été bien, parce que comme ça, si quelqu'un... parce que là, je ne vais pas vous voir, je vais lire le texte, mais bon, on va faire comme ça. Mais la prochaine fois, Philippe, acceptez le co-hôte de manière à ce que quand je lise... Souvent, ça me fait sauter, c'est pour ça que je le... Ah, ça vous fait sauter. C'est l'histoire de space. Bref, on y va. Je vous recommence. On est à la page 16. Il y en a plus de 200. Pardon. Mon père n'avait pas de temps à perdre. Il voulait remonter la pente sans tarder. Dès le lendemain à l'aube, il me prit avec lui à la recherche d'une corvée susceptible de lui rapporter 2 ou 3 sous. Sauf qu'il ne connaissait pas grand-chose à la ville et ne savait pas par où commencer. Nous rentrâmes à la tombée de la nuit, bredouilles et épuisés. Entre-temps, ma mère avait nettoyé notre antre et mis un peu d'ordre dans nos affaires. Nous dînâmes comme des brutes et nous nous endormîmes sitôt après. Le jour suivant, avant les aurores, nous repartîmes, mon père et moi, à la recherche d'un travail. Au bout d'une longue marche forcée, une bousculade attira notre attention. « Qu'est-ce que c'est » demanda mon père à un mendiant emballé dans ses chiffons. « On cherche des bêtes de somme pour décharger une cargaison dans le port. » Mon père crut saisir la chance de sa vie. Il m'ordonna de l'attendre sur la terrasse d'une gargote antédiluvienne et fonça dans le tas. Je le vis du coude à droite et à gauche avant de disparaître dans la mêlée. Quand le camion surchargé de galériens partit, mon père ne réapparut pas. Il avait réussi à se faire embarquer. Je l'avais attendu des heures entières, sous un soleil de plomb. Autour de moi, des gens haillonneux s'agglutinaient au pied des baraques, à Croupton, incroyablement immobiles à l'ombre de leur abri de fortune. Tous avaient le regard inexpressif et un morceau de la nuit sur la figure. Ils semblaient guetter, avec une patience obscure, quelque chose qui ne se manifesterait nulle part. Le soir, las de ronger leurs freins, la plupart d'entre eux se dispersèrent en silence. Il ne resta dans les parages que les clochards, quelques fous braillards et des individus louches aux prunelles reptiliennes. Soudain, quelqu'un cria au voleur, et ce fut comme si l'on ouvrait la boîte de Pandore. Les têtes se relevèrent et les corps se décomprimèrent tels des ressorts. Et je vis, de mes propres yeux, une poignée d'énergumènes hirsutes piquer droit sur un garçon loqueteux qui tentait de battre en retraite.
C'était le voleur. Il fut lynché en un tour de main, dans des cris qui hantèrent mes sommeils des semaines durant. Quand le châtiment fut exécuté, il ne resta au milieu de la poussière que le corps disloqué de l'adolescent baignant dans son sang. Choqué, j'avais sauté au plafond lorsqu'un homme s'était penché sur moi. « Je voulais pas t'effrayer, petit, » me dit l'homme en levant ses 2 mains pour me rassurer. « T'es là depuis ce matin. Maintenant, il faut rentrer chez toi. C'est pas un endroit pour toi ici. »« J'attends mon père, » lui dis-je. « Il est parti avec le camion. »« Et où est-ce qu'il est, ton abruti de père ? On n'a pas idée d'oublier un mioche dans un coin pareil. Tu habites loin ? » ?»« Je ne sais pas. » L'homme parut embarrassé. C'était un énorme gaillard aux bras poilus, avec un visage brûlé par le soleil et un œil amoché. Il regarda autour de lui, les mains sur les hanches. Puis, à contre-cœur, il poussa vers moi un banc et m'invita à prendre place à une table noire de crasse. « Il va bientôt faire nuit, je dois fermer. Tu peux pas traîner ici, tu piges ? C'est pas bon. Y a que des cinglés autour de toi, t'as bouffé ?» Je lui fis non de la tête. Je m'en doutais un peu. Il entra dans la gargote et m'apporta une assiette métallique dans laquelle s'était coagulée une soupe épaisse. J'ai plus de pain. Il prit place à côté de moi et me regarda tristement laper dans la gamelle. « C'est vraiment un abruti, ton père, » dit-il en soupirant. La nuit tomba. Le gargotier ferma boutique, mais ne s'en alla pas. Il accrocha une lanterne à une poutrelle et me tint compagnie, la mine renfrognée. Sur la place plongée dans l'obscurité, des ombres s'agitaient çà et là. Un contingent de 100 logis prenait possession des lieux, certains autour d'un feu de bois, d'autres s'allongeant à même le sol pour dormir. Les heures passèrent, les bruits s'atténuèrent. Mon père n'était toujours pas là. La colère du gargotier enflait au fur et à mesure que le temps passait. Il lui tardait de rentrer chez lui. En même temps, il était certain que s'il venait à me laisser seul 1 minute, je serais foutu. Quand mon père est apparu enfin, livide d'inquiétude, le gargotier le tança vertement. « Tu te crois où, abruti ? À la Mecque ? Qu'est-ce qui t'a pris d'oublier ton mioche dans un coin comme celui-là ? Ici, même les durs à cuire ne sont pas à l'abri d'un coup fourré. » Mon père était tellement soulagé de me retrouver qu'il but les reproches du gargotier comme un élixir béni. Il comprenait qu'il avait gravement fauté et que si le gargotier m'avait abandonné à mon sort, jamais il ne m'aurait retrouvé. « J'étais parti dans le camion, » bredouilla-t-il, éperdu. « Je pensais qu'on allait nous ramener ici, après je me trompais. Je ne suis pas de la ville, et le port, c'est pas la porte à côté. Je me suis égaré. J'ignorais où je me trouvais et comment remonter jusqu'ici. Ça fait des heures que je tourne en rond. »« C'est dans ta tête que ça ne tourne pas rond, mon gars, » lui cria le gargotier en décrochant la lanterne. « Quand on cherche du boulot, on laisse son gosse à la maison. Maintenant, suivez-moi tous les deux et attention où vous mettez les pieds. Nous allons traverser la pire des fosses aux vipères que le bon Dieu ait jamais creusées en terre. »« Merci beaucoup, mon frère, » lui dit mon père. « J'ai rien fait de sorcier. J'aime pas qu'on touche au gamin, c'est tout. Je serais resté auprès de lui jusqu'au matin. Il n'aurait pas survécu dans ce foutoir et j'aurais pas eu la conscience tranquille. » Il nous aida à sortir du coupe-gorge sans accroc, nous expliqua comment contourner les quartiers malfamés pour rentrer entier chez nous et disparut dans les ténèbres. Mon père appliqua à la lettre les recommandations du gargotier. Il me confia à ma mère. Le matin, quand je me réveillais, il était parti. Le soir, lorsqu'il rentrait, je dormais. Je ne le voyais plus. Il me manquait. Il n'y avait rien pour moi dans le patio. Je m'ennuyais. Élevé seul, avec pour unique compagnon un chien vieillissant, je ne savais pas comment me joindre aux gamins qui se chamaillaient sans trêve dans la cour. On aurait dit des esprits frappeurs en transe. Ils étaient plus jeunes que moi, certains à peine plus hauts que 3 pommes, mais ils faisaient un boucan de tous les diables. Assis sur le pas de notre porte, je me contentais de les observer, tenus en respect par leur jeu ahurissant qui se terminait immanquablement par une arcade ouverte ou un genou pelé. Notre patio était partagé par 5 familles, tous venus de l'arrière-pays. Des paysans ruinés,
ou des James en rupture de bail. En l'absence des hommes partis aux horreurs se tuer à la tâche, les femmes se retrouvaient autour de la margelle et tentaient de donner une âme à notre trou à rats, nullement arabusté par les échauffourées auxquelles se livraient leurs rejetons. Pour elles, les moutards s'initiaient aux vacheries de la vie, et le plus tôt serait le mieux. Elles étaient presque ravies de les voir se péter copieusement la gueule, puis après une bonne séance de larmes, se réconcilier avant de reprendre les hostilités avec une étonnante pugnacité. Les femmes s'entendaient bien entre elles, elles se serraient les coudes. Quand l'une d'elles tombait malade, elle s'arrangeait pour mettre quelque chose dans son chaudron, s'occuper de son nourrisson et se relier à son chevet. Il leur arrivait de partager entre elles un bout de sucrerie, et elles semblaient s'accommoder de leur petit malheur avec une touchante sobriété. Je les trouvais admirables. Il y avait Badra, une Amazone éléphantesque qui adorait raconter des grivoiseries. Elle était notre bouffée d'oxygène. La crudité de ses propos mettait ma mère mal à l'aise, mais les autres en raffolaient. Badra était mère de 5 mouflets et de 2 adolescents difficiles. Elle avait été mariée une première fois à un berger boucher à l'Éméry, quasiment autiste, dont elle disait qu'il était monté comme un âne, sauf qu'il ne connaissait absolument rien à la chose. Il y avait Batoul, maigre et brune, comme un clou de girofle, chenue à 40 ans, des tatouages plein la figure, qui se tordait de rire avant même que Badra n'ouvre la bouche. Mariée de force à un vieillard de l'âge de son grand-père, elle prétendait avoir des dons extralucides. Elle lisait dans les lignes de la main et interprétait les rêves. Des femmes du voisinage et d'ailleurs venaient régulièrement la consulter. Elle leur prédisait leur avenir en échange de quelques patates, d'un sou ou d'un morceau de savon. Pour les locataires du patio, c'était gratuit. Il y avait Yeza, une rondouillarde rousse à la poitrine opulente, que son soulard d'époux battait une nuit sur 2. Elle avait la tronche ratatinée par les raclées successifs qu'elle subissait, et presque plus de dents. Son tort était de ne pas procréer, ce qui rendait son mari particulièrement odieux. Il y avait Mama, empêtrée jusqu'au cou dans sa tripotée de diablotin, vaillante comme 10 boniches, prête à n'importe quelle concession pour empêcher que son toit ne s'écroule sur sa tête. Et puis il y avait Ada, belle comme une houri, à peine adolescente que déjà flanquée de 2 gosses. Son mari était sorti un matin chercher du travail et n'était plus revenu. Livrée à elle-même, sans repère ni ressources, elle ne devait sa survivance qu'à la solidarité de ses colocataires. Tous les jours, ces dames se retrouvaient autour du puits et passaient le plus clair de leur temps à remuer le passé comme on retourne le couteau dans la plaie. Elles parlaient de leurs vergers confisqués, de leurs tendres collines à jamais perdues, des proches laissés là-bas, au bout de toutes leurs infortunes, et qu'elles n'étaient pas prêtes de revoir un jour. Leurs visages alors se flétrissaient de chagrin, et leurs voix se lézardaient. Quand le chagrin menaçait de les emporter, Badra rebondissait sur les délirants cafouillages coïtaux de son premier époux. Et comme sous l'effet d'une formule magique, les tristes souvenirs desserraient leurs morsures, et les femmes se répandaient par terre en tressautant de rire. La bonne humeur reprenait le dessus sur les évocations assassines, et le patio recouvrait un bout de son âme. Les plaisanteries se poursuivaient jusqu'à la tombée de la nuit. Parfois, ragaillardi par l'absence des hommes, Bliss le courtier venait dans le patio rouler des mécaniques. Dès qu'on l'entendait se racler fortement la gorge dans le couloir, les femmes se volatilisaient. Le courtier fonçait sur la cour désertée, engueulait les marmots qui ne blairaient pas, traquait des broutilles et se mettait à nous traiter de ploucs ingrats et de vermine pour la moindre éraflure relevée sur le mur. Il se dressait ostensiblement face au logis de la belle Ada, et aussi perfide qu'un pou borgne, il nous menaçait de nous jeter tous à la rue. Lorsqu'il s'en allait, les femmes ressortaient de leur tanière, en gloussant, plus diverties qu'intimidées par les fanfaronnades du courtier. Bliss en faisait des tonnes, mais il n'était pas de taille. Jamais il n'aurait osé montrer sa face de rat s'il y avait un homme, même alité ou mourant, au patio. Badra était persuadé que Bliss en avait après Ada. La jeune femme était une proie facile, démunie, vulnérable, fragilisée par ses retards de loyer. Le courtier lui mettait la pression pour la faire fléchir.
Pour m'épargner des grossièretés de Badra, ma mère m'autorisa à sortir dans la rue. Enfin, si on peut appeler ça une rue. C'était un sentier battu, bordé de part et d'autre d'une rangée de bicoques en zinc et de baraques putrescentes. Et il y avait seulement 2 maisons en dur, notre patio et une sorte d'étable où s'entassaient plusieurs familles. À l'angle officier le barbier, un freluquet sans âge précis, à peine plus haut qu'une asperge, tellement chétif que les gros bras refusaient de le payer. Son cabinet à ciel ouvert était constitué d'un caisson de munitions de guerre, rapporté d'une décharge militaire, d'un morceau de miroir récupéré d'une armoire à glace, et une planche ramollie sur laquelle trônait une casserole, un blaireau effiloché, une paire de ciseaux tordus et un assortiment de lames inutilisables. Quand il ne rasait pas les vieillards assis à même le sol, il s'accroupissait contre son caisson et chantait. Sa voix était éraillée, les paroles pas toujours exactes, mais il y avait dans sa façon de conjurer sa peine quelque chose qui faisait mouche. Je ne me lassais pas de l'écouter. À côté du barbier s'élevait un amas de bizarreries qui se faisait passer pour une épicerie. Le boutiquier s'appelait Jambe de Bois, un vieux goumier réformé qui avait laissé une partie de son corps sur un champ de mine. C'était la première fois que je voyais une jambe de bois. Ça m'avait fait un drôle d'effet. Le boutiquier en paraissait fier. Il adorait le brandir au nez des galopins qui furetaient autour de ses bocaux. Jambe de Bois n'était pas satisfait de son commerce. L'odeur du baroud et l'ambiance des casernes lui manquaient. Il rêvait de réintégrer les rangs et d'en découdre avec l'ennemi. En attendant que sa jambe mutilée repousse, il vendait des conserves sur le marché noir, des pains de sucre et de l'huile frelatée. À ses heures perdues, il exerçait la fonction d'arracheur de dents. Je l'avais vu à maintes reprises extraire des chicots pourris à des gamins avec une pince rouillée. C'était comme s'il leur arrachait le cœur. Puis il y avait le terrain vague qui donnait sur un maquis. Je m'y étais aventuré un matin, distrait par les batailles rangées que se livraient 2 bandes de galopins, l'une dirigée par Dao, un sauvageon au crâne rasé avec juste une touffe de cheveux crépus sur le front, et l'autre par un jeune adulte, probablement un attardé, qui se prenait pour un conquérant. Ce fut comme si la terre s'était dérobée sous mes pieds. En une fraction de seconde, je fus happé par une tornade de bras, délesté dans la foulée de mes savates, de ma gandora et de ma chéchia avant que j'aie le temps de comprendre ce qui m'arrivait. On avait même essayé de me traîner derrière les buissons pour me déshonorer. J'ignore comment j'avais réussi à échapper à la meute. Traumatisé au plus profond de mon être, je n'avais plus remis les pieds dans ces territoires maudits. Mon père ramait comme un galérien, mais il n'en menait pas large. Les lève-tôt étaient légion et l'embauche une denrée rarissime. Trop de misérables crevaient sur les dépotoirs, le nombril scotché aux vertèbres, et les survivants n'hésitaient pas à s'étriper pour un crouton ranci. Les temps étaient durs, et la ville, qui de loin faisait miroiter tant d'espoir, se révélait être un effroyable attrape-nigaud. Une fois sur 10, mon père parvenait à dégoter un travail à la tâche qui ne lui rapportait même pas de quoi s'acheter un morceau de savon pour se débarbouiller. Certains soirs, il rentrait en chavirant, la mine fondue et le dos tailladé par les innombrables fardeaux qu'il chargeait ou déchargeait dans la journée. Tellement mal en point qu'il dormait sur le ventre. Il était usé, désespéré surtout. Son entêtement se fissurait sous le poids du doute. Des semaines passèrent, mon père maigrissait à vue d'œil. Il devenait de plus en plus irascible et trouvait toujours un prétexte pour déverser sa colère sur ma mère. Il ne la battait pas. Il se contentait de lui crier après. Et ma mère, stoïque, baissait une tête coupable et ne disait rien. Les choses nous échappaient et nos nuits s'enfilaient. Mon père ne dormait plus. Il n'arrêtait pas de grogner et de se frapper dans les mains. Je l'entendais arpenter la pièce, perdu dans le noir. Parfois, il sortait dans la cour et s'asseyait par terre, le menton entre les genoux et les bras autour des jambes, jusqu'au lever du jour. Un matin, il m'ordonna d'enfiler une guendoura bien abîmée et m'emmena chez son frère,
Mon oncle était dans sa pharmacie, à ranger ses boîtiers et ses flacons sur les étagères. Mon père avait hésité avant d'entrer dans l'officine. Fier et embarrassé, il tournait longtemps autour du pot avant d'en venir à la raison de sa visite. Il avait besoin d'argent. Mon oncle porta aussitôt la main à son tiroir-caisse, comme s'il s'y attendait, et en sortit un large billet de banque. Mon père fixa la coupure d'un air tourmenté. Mon oncle comprit que son frère ne tendrait pas la main. Il contourna le comptoir et lui mit l'argent dans la poche. Mon père était pétrifié, la nuque basse. Sa voix était tassée, sourde, à peine audible, quand il dit merci. Mon oncle retourna derrière son comptoir. On voyait bien qu'il y avait quelque chose sur le cœur, mais il n'osait pas crever l'abcès. Son regard n'arrêtait pas de jauger celui de mon père, et ses doigts blancs et propres tambourinaient nerveusement sur la planche. Après avoir pesé consciencieusement le pour et le contre, il prit son courage à deux mains et dit « Je sais que c'est dur, Issa, mais je sais que tu pourrais t'en sortir si tu me laissais t'aider un peu. Je te rembourserai jusqu'au dernier sou, promit mon père. Il ne s'agit pas de ça, Issa. Tu ne me rembourseras pas, ou alors tu me rembourseras quand tu voudras. Si ça ne tenait qu'à moi, tu n'as même pas besoin de le faire. Je suis prêt à t'avancer plus. Ça ne me pose aucun problème. Je suis ton frère. Je suis disponible à n'importe quel moment et pour n'importe quoi. Je ne sais pas comment te dire, ajouta-t-il en se raclant la gorge. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés à discuter avec toi. J'ai peur de t'offenser alors que j'essaye seulement d'être ton frère. Mais il est temps d'apprendre à écouter, Issa. Il n'y a pas de mal à écouter. La vie est un apprentissage permanent. Plus on croit savoir, moins on sait. Tant les choses changent, et avec elles les mentalités. Je me débrouillerai, je n'en doute pas, Issa, pas une seconde. Sauf que les bonnes volontés exigent les moyens de leur détermination. Croire dur comme fer ne suffit pas. Qu'essayes-tu d'insinuer, Maï? Mon oncle se pétrit les doigts avec une extrême nervosité. Il chercha ses mots, les tourna et retourna dans son esprit. Puis, après une forte inspiration, il dit « Tu as une femme et 2 enfants. C'est encombrant pour un homme démuni. Ça te lie les poignets, ça te rogne les ailes. C'est ma famille. Moi aussi, je suis ta famille. Ce n'est pas la même chose. C'est la même chose, Issa. Ton fils est mon neveu, il est mon sang. Confie-le-moi. Tu sais très bien qu'il n'arrivera pas à grand-chose dans ton sillage. Que comptes-tu en faire? Un portefeuille, un cireur, un montreur d'âne? Il faut regarder la réalité en face. Avec toi, il n'ira nulle part. Ce garçon a besoin de fréquenter l'école, d'apprendre à lire, à écrire, de grandir correctement. Je sais, les petits arabes ne sont pas faits pour les études. Ils sont plutôt destinés aux champs et aux troupeaux. Mais moi, je peux l'envoyer à l'école et en faire un homme instruit. Je t'en supplie, ne le prends pas mal. Réfléchis juste 1 minute. Ce garçon n'a aucun avenir avec toi. Mon père médita longuement les propos de son frère, les yeux baissés et les mâchoires soudées. Quand il releva la tête, il n'avait plus de visage. Un masque blafard s'était substitué à ses traits. Il dit « La mort dans l'âme ». Décidément, tu ne comprendras jamais rien, mon frère. Tu as tort de réagir de la sorte, Issa. Tais-toi. S'il te plaît, n'en rajoute pas. Je n'ai pas ton savoir et je le regrette. Mais si le savoir consiste à rabaisser les autres au ras du sol, je n'en veux pas. Mon oncle tenta de dire quelque chose. Mon père le freina d'une main ferme. Il sortit le billet de banque de sa poche et le posa sur le comptoir. Je ne veux pas de ton argent non plus. Sur ce, il me saisit par le bras avec une hargne telle qu'il faillit me déboîter l'épaule et me poussa dans la rue. Mon oncle tenta de nous rattraper. Il n'osa pas nous rejoindre et resta planté devant sa boutique, certain que la faute qu'il venait de commettre ne serait jamais pardonnée. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais laisser les minutes qui restent à Philippe. Il reste une dizaine de minutes sur le space. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci. En effet, c'était magnifique. Et en plus, vous le lisez avec toujours beaucoup de sentiments.
Bon, je vais essayer de faire vite, s'il reste 10 minutes. Alors, c'est d'ailleurs un thème à peu près comme le premier texte que j'ai lu. Cette fois-ci, c'est pas d'Arthur Koestler, c'est de Victor Serge. Et c'est dans son livre L'affaire Toulaïev. Et là, on va se retrouver cette fois-ci dans un dialogue, non plus entre Ivanov et Roubachov, mais entre Kondratiev et Joseph Staline. Voilà, Kondratiev revient d'Espagne pendant la guerre d'Espagne, où il a été l'envoyé de la Troisième Internationale, et il rend compte de ce qui se passe au camarade numéro 1, c'est-à-dire Joseph Staline. Ouais. Je précise qu'ils se sont connus dans leur jeunesse. Kondratiev est un ancien bolchevique de la première vague. Bonjour Ivan, comment vas-tu? Le réel l'emporta sur la stupeur du réel. Kondratiev serrait les deux mains tendues longuement et de vraies larmes se ramassaient chaudes, se desséchant instantanément sous ses paupières, et sa gorge se contractait. L'éclair d'une grande joie l'électrisait. Et toi, Yossif? Toi, que je suis heureux de te voir, que tu es encore jeune. La chevelure en brosse cendrée restait puissante. Le front large mais ramassé, barré de rides, les petits yeux roux, la moustache drue, recelaient une charge de vie si compacte que l'homme de chair bousculait l'image de ses portraits sans nombre. Il souriait. Il avait des rides de sourire autour du nez, sous les paupières, une chaleur rassurante émanait de lui. Serait-il bon en vérité? Mais comment tous ces drames ténébreux, ces procès, ces sentences effroyables pesées au bureau politique ne l'avaient-ils pas usé davantage? Toi aussi, Vania, disait-il, oui, de sa voix inchangée. Tu résistes bien, pas si vieilli que ça. Ils se regardèrent détendus. Que d'années, mon vieux, Prague, Londres, Cracovie, ça date, la chambrette à Cracovie où l'on avait si âprement discuté tout un soir au sujet des expropriations du Caucase. Ensuite, on était allé boire de la bonne bière chez Keller, aux voûtes romanes, sous la bâtisse d'un couvent. Les cortèges de 1917, les congrès, la campagne de Pologne, les hôtels des petites villes prises où les punaises dévoraient nos conseils révolutionnaires fourbus. Une telle foule de souvenirs se leva en eux. Pas qu'un ne s'imposa, tous présents mais muets. Effacés pour refaire en deçà de toute expression une amitié étrange aux mots. Le chef cherchait sa pipe dans la poche de sa vareuse. Ensemble, ils marchèrent sur le tapis vers les hautes baies du fond à travers la blancheur. Eh bien, Vania, où en sont les choses là-bas en Espagne? Parle sans détour, tu me connais. Les choses, commença Kondratiev avec une moue découragée et ce geste de la main qui laisse choir ce qu'elle tient. Les choses. Le chef parut ne pas avoir entendu ses premiers mots. Il continua, front baissé, les doigts travaillant le tabac dans le fourneau de brûle-gueule. Tu sais, frère, les vieux comme toi du vieux parti doivent me dire toute la vérité. Toute la vérité. Sinon, à qui la demanderais-je, moi, hein? J'en ai besoin, j'étouffe. Parfois, tout le monde ment et ment et ment. Du haut en bas, ils mentent tous, que c'en est diabolique. Écœurant. Je vis au sommet d'un édifice de mensonges, comprends-tu? Les statistiques mentent, naturellement. Elles totalisent les bêtises des petits fonctionnaires de la base, les combinent les administrateurs moyens, les imaginations, la servilité, le sabotage, la bêtise énorme de nos cadres dirigeants. Quand on ne m'apporte pas tous ces chiffres quintensessiers, je me retiens parfois pour pas leur dire choléra. Les plans mentent parce qu'ils reposent 9 fois sur 10 sur des données fausses. Les exécutants du plan mentent parce qu'ils n'ont pas le courage de dire ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Les économistes les plus qualifiés mentent parce que ce sont des citoyens de la Lune, des lunatiques, je te dis. Et j'ai encore envie de demander aux gens pourquoi, s'ils se taisent, leurs yeux mentent encore. Tu te rends compte? S'excusait-il. Il alluma rageusement sa pipe, mit les mains dans les poches, fit carrer de la tête, des épaules pesantes, bien plantées sur le tapis dans la clarté nette. Kondratiev le considérait avec amitié, méfiant pourtant au fond et réfléchissant. Oser lui dire? Il hasarda doucement. Mais ce serait pas un peu de ta faute, tout ça, Youssef? Le chef hocha la tête. Les rides minuscules d'un bon sourire frémissaient autour de son nez sous ses yeux. Ah, je voudrais bien t'y voir, mon vieux, à cette place. Tiens, la vieille Russie, c'est un marécage.
Plus on avance et plus le sol bouge. Tu t'enfonces au moment où tu t'y attends le moins. Et puis la racaille humaine. Refaire la mauvaise bête humaine, ça prendra des siècles. J'ai pas des siècles à ma disposition, moi. Alors, ces dernières nouvelles, détestables. 3 fronts tenant à peine, une poussée, ils s'effondreront. On n'a même pas creusé des tranchées devant des positions essentielles. Pourquoi? Faute de pelle, de pain, de plans, d'officiers, de discipline, de munitions, de... Ouais, compris. Le début de l'an 1918 chez nous, quoi. Oui, en apparence, mais sans le parti toutefois, sans Lénine. Kondratiev hésita pendant une infime fraction de seconde, mais ce dut être visible. Euh, Sans toi, camarade Staline. Et ce n'est qu'un commencement, c'est la fin, c'est la fin. Les experts l'annoncent. 3 à 5 semaines, disent-ils. Ça peut durer plus longtemps comme une agonie qui traîne, ça peut crouler demain. J'ai besoin, dit le chef, de prolonger la résistance de quelques semaines. Kondratiev ne répondit pas. Il pensait c'est cruel, à quoi bon? Le chef parut le deviner. Nous venons bien ça. Bon, reprit-il, nos tanks de Somovo. Pas fameux. Les blindages, passables. Kondratiev se souvient qu'on avait fusillé pour sabotage les constructeurs, ombre d'une gêne. Les moteurs, insuffisants. Jusqu'à 35% d'avaries dans le combat. C'est dans ton rapport écrit? Oui. Gêne. Kondratiev pensa qu'il ouvrit ainsi un procès, que ces 35% lui verraient en caractère de phosphore dans des cerveaux épuisés par des interrogatoires nocturnes. Il reprit. Surtout d'effectuer le matériel humain. On me l'a déjà dit. Ton explication? Simple. Nous avons fait la guerre, toi et moi, dans d'autres conditions. Mais maintenant, la machine broie l'homme. Tu sais que je ne suis pas poltron. Eh ben, j'ai voulu me rendre compte. Je suis entré dans l'une de ces machines-là, une numéro 4, avec 3 types épatants, un nanar barcelonais, un trotskiste, naturellement. Le chef le dit en souriant dans une bouffée de fumée. Ses yeux roux riaient à travers la fente presque close de ses paupières. Oh, peut-être bien, hein, j'ai pas eu le temps de m'en enquérir. Hein. Tu ne l'aurais pas fait non plus. 2 paysans olivâtres, des Andalous, admireurs-tireurs comme nos Sibériens ou nos Lettons d'autrefois. Ben nous y voilà, on roule sur une route excellente. Je n'arrive pas à me représenter ce que c'est que d'être dans des fondrières. Nous étions 4 là-dedans, mouillés de sueur de la tête aux pieds, étouffants dans l'obscurité, le bruit, la benzine puante. Nous avions envie de vomir, couper du monde, pourvu que ça finisse. Une panique tenait dans le ventre. Vous n'êtes plus des combattants, mais des pauvres bougres détraqués, collés les uns aux autres dans une boîte noire asphyxiante. Au lieu de vous sentir protégés et puissants, vous vous sentir réduits à rien. Le remède? Des machines mieux conçues, des unités spéciales entraînées, justement ce que nous n'avons pas eu en Espagne. Et nos avions? Bon, sauf les vieux modèles. Ça a été une erreur de leur refiler autant de vieux modèles. Le chef approuva d'un signe de tête décidé. Notre B-104, il est inférieur au Messerschmitt, surclassé en vitesse. Le constructeur sabotait. Kondratiev hésita avant de répliquer, car il avait beaucoup pensé, convaincu que la disparition des meilleurs ingénieurs du centre d'expérimentation de l'aviation avait entraîné une baisse certaine dans la qualité de la production. Peut-être que non, peut-être simplement que la technique allemande est supérieure. Le chef dit, il sabotait. La preuve a été faite, il a avoué. Du mot avoué naquit entre eux un malaise net. Le chef le sentit si bien qu'il se détourna, alla prendre sur une table une carte des fronts d'Espagne, posa des questions de détail qui ne pouvaient avoir pour lui en réalité aucun intérêt. Au point où l'on en était, que la cité universitaire de Madrid fût plus ou moins garnie d'artillerie, que pouvait lui importer. Par contre, il ne parla pas de l'embarquement des stocks d'or, probablement informé déjà par un messager spécial du NKVD. Kondratiev omit ce sujet. Le chef ne fit pas allusion au changement de personnel proposé par Kondratiev dans sa mémoire. Kondratiev lut sur une horloge lointaine dans la baie vitrée que l'audience durait depuis plus d'1 heure. Le chef allait et venait, il fit apporter du thé. Répondit à son secrétaire, pas avant que je ne vous appelle. Qu'attendait-il? Kondratiev tendu attendait aussi. Le chef, les mains dans les poches, l'amena tout près d'une baie où l'on pouvait apercevoir les toits de Moscou. Il n'y avait qu'une vitre entre eux, la ville et le ciel pâle. Et chez nous, dans cette Moscou magnifique et désolante, qu'est-ce qui ne va pas, à ton avis? Qu'est-ce qui ne colle pas, hein? Tu viens de me le dire, frère. Tout le monde ment et ment. La servilité, quoi. De là, le manque d'oxygène. Comment on conçoit le socialisme sans oxygène?
C'est tout, à ton avis? Au pied du mur, Kondratiev se vit au pied du mur. Parler, risquer ce dérobé lâchement. La tension intérieure l'empêchait de bien observer à 40 centimètres le visage du chef. Il fut malgré lui très direct, donc très maladroit. D'une voix pesante, faussement dégagée. Les vieux se font rares. Le chef écarta, feignant de point apercevoir l'énorme allusion. En revanche, les jeunes montent. Énergiques, pratiques à l'américaine. Les vieux, il est temps qu'ils se reposent. Qu'ils reposent avec les saints, tel est le chant liturgique pour les morts. Kondratiev, crispé, louvoya. Oui, les jeunes, c'est vrai, c'est notre fierté, cette jeunesse. Ma voix sonne faux. Voilà que je mens aussi. Le chef souriait bizarrement, comme s'il se fût moqué de quelqu'un d'absent. Il eut donc le plus naturel. Il dit: Crois-tu que j'ai fait beaucoup de fautes, Ivan? Ils étaient seuls dans une blancheur crue et toute la ville devant eux, dont pas un bruit ne venait. Dans une sorte de cour spacieuse en bas assez loin, entre une église trapue au clocheton délabré et un petit mur en briques rouges, des cavaliers géorgiens s'exerçaient au sabre, galopant d'un bout de la cour à l'autre. On les voyait, par le milieu, se pencher jusqu'à terre pour atteindre au vol de la pointe du sabre un chiffon blanc. Je n'ai pas à te juger, dit Kondratiev troublé. Tu es le parti, toi. Il perçut que cette formule plaisait. Je ne suis moi qu'un vieux militant, un de ceux qui ont besoin de repos. Le chef attendait comme un juge impartial ou comme un coupable indifférent, impersonnel aussi réel que les choses. Je crois, dit Kondratiev, quand même que tu as eu tort de liquider Nicolas Ivanovitch Boukhari. Liquider. Le vieux mot qu'on employait sous la terreur rouge, par pudeur et cynisme, à la fois pour exécuter. Le chef le reçut en face sans broncher, tête de pierre. Il trahissait. Il l'a reconnu. Il l'a avoué. Tu ne le crois pas, peut-être? Silence. Blancheur. C'est dur à croire. Le chef grimaça une sorte de sourire railleur. Ses épaules s'arrondissaient massivement, son front se rembrunit, sa voix devint pâteuse. Évidemment, nous avons eu trop de traîtres, conscients et inconscients. Pas le temps de faire de la psychologie. Pas un romancier, moi. Je les anéantirai tous sans lassitude, sans merci, jusqu'au dernier des derniers. C'est dur, mais il le faut. Tous. Il y a le pays, l'avenir, l'humanité. Je fais ce qu'il faut comme une machine. Rien à répondre ou crier. Kondratiev fut sur le point de crier. Le chef ne lui laissa pas le temps. Il revenait au ton de la conversation. Et là-bas, les trotskistes continuent leur menée? Oh, pas tant que l'affirment les imbéciles. D'ailleurs, je voulais t'entretenir d'une affaire de peu d'importance, mais qui peut avoir des répercussions. Nos gens font de dangereuses bêtises. Kondratiev exposa en 4 phrases le cas de Stefan Stern. Il cherchait à deviner si le chef était au courant. L'autre, impénétrable et naturel, écoutait avec attention, prenait note du nom Stefan Stern, comme s'il l'ignorait. Mais l'ignorait-il vraiment? Bon, je verrai ça. Mais sur l'affaire Toulayev, tu te trompes, il y a complot. Ah, ouais, peut-être aussi, il y a complot. Ce fut dans le cerveau de Kondratiev un consentement trébuchant. Me voici complaisant, que le diable m'emporte. Me permets-tu une question, Yossif? Vas-y. Les yeux roux du chef gardaient leur expression amicale. Le bureau politique est-il mécontent de moi? Ça signifiait, en vrai, es-tu mécontent, toi, maintenant que je t'ai parlé à cœur ouvert? Comment te répondre? Fit le chef avec lenteur. Je ne sais pas, moi. Le cours des événements n'est pas satisfaisant, c'est certain. Mais tu ne pouvais pas grand-chose. Tu n'es passé à Barcelone que quelques jours. Ta responsabilité n'est donc que peu engagée. Ah, nous n'avons personne à féliciter quand tout fout le camp, ça, c'est sûr. Hein. Il riait d'un petit rire guttural qui se cassa net. Maintenant, que faire de toi? Quel travail veux-tu? Veux-tu aller en Chine? Nous avons là-bas des petites armées admirables, un peu touchées par certaines maladies. Il se donnait le temps de réfléchir, mais sans doute tu en as assez de cette guerre. Hein. J'en ai assez, frère. Non, merci pour ce qui est de la Chine. Évite-moi ça, s'il te plaît. Toujours le sang, j'en ai marre. Justement les mots qu'il n'eût pas fallu dire, qui étaient dans sa gorge depuis la première minute de cette rencontre, les mots les plus graves de leur dialogue secret. Je te comprends, dit le chef. Ce fut tout à fait sinistre au grand jour limpide. Alors quoi? Un poste dans la production? Dans la diplomatie? J'y songerai. Il traversa le tapis en diagonale, dormeurs éveillés. Le chef retint la main d'Ivan Kondratiev dans la sienne. J'ai été heureux de te revoir, Ivan. Sincère.
Cette étincelle au fond des prunelles, ce visage ramassé. Vieillissement d'homme fort vivant, sans confiance, sans bonheur, sans contacts humains, dans une solitude de laboratoire. Il continuait. Repose-toi, vieux, fais-toi soigner. À notre âge, après nos vies, ça s'impose. Tu as raison. Les vieux se font rares. Les vieux se font rares. Tu te rappelles nos chasses aux canards sauvages dans la toundra? Tout, vieux, je me souviens de tout. Va te reposer au Caucase. Seulement, là, un conseil. Laisse tomber les sanatoriums. Grimpe le plus possible les sentiers de la montagne. Voilà ce que j'aimerais faire, moi. Ici s'éleva entre eux un dialogue secret qu'ils suivirent tous les deux par divination, instinctement. Pourquoi n'y vas-tu pas, suggéra Kondratiev. Ça te ferait tant de bien, frère. Tentateur, les sentiers perdus, ricanait le chef. Pour qu'on m'y retrouve un jour la tête fendue? Pas si fou, on a encore besoin de moi. Je te plains, Yossif, tu es le plus menacé, le plus captif d'entre nous. Je ne veux pas être plaint, je te défends de me plaindre. Tu n'as rien, je suis le chef, moi. Ils ne dirent pas un de ces mots, mais ils les entendirent. Ils les proférèrent seulement dans un double tête-à-tête, l'un avec l'autre, corporellement et aussi l'un avec l'autre, en lui-même, incorporellement. Au revoir, au revoir. Au milieu de la vaste antichambre, Kondratiev croisa un petit personnage à l'orgnon cerclé d'écailles, nez courbé et renflé, serviette lourde portée à ras des tapis, le nouveau procureur au tribunal suprême, Wyszynski. Ils échangèrent un salut réticent. Le lendemain, à 5 heures du matin, le NKVD vint le chercher. Il fut accusé de haute trahison et déviationnisme trotskiste. Une semaine après, il fut fusillé. Ah, j'étais dedans. C'est triste, en fait, qu'il soit fusillé, mais hyper intéressant. Vraiment, vous le lisez tellement bien, de toute façon, Philippe. Merci beaucoup. Donc ça, c'est la fin du space. Comme la dernière fois, je vais lire... Oui, mettez des applauses parce que franchement, j'y étais... Je vais lire juste un dernier passage, mais très très court. En fait, c'est un poème. La dernière fois, j'avais lu la lettre qu'avait écrit Émilie à ce garçon qui est notre héros dans le roman d'Yasmina. Et c'est un roman d'amour, donc je vous lis le poème du barbier dont on a parlé tout à l'heure, qui en fait fixe un nuage dans le ciel et se met à chanter. Mais je ne vais pas chanter. Tes yeux me manquent et je deviens aveugle. Dès que tu regardes ailleurs, tous les jours je me meurs. Quand parmi les vivants je ne te vois nulle part, qu'est-ce que vivre mon amour quand toute chose en ce monde me raconte ton absence? À quoi me serviraient mes mains si ce n'était pas ton corps, le pouls du Seigneur, et je meurs. Voilà, je trouve ça tellement merveilleux que j'étais obligée de vous le lire. Je remercie Philippe d'être dispo. Oui, allez-y Philippe, hein, ouvrez votre micro. Oh non, mais magnifique, ouais, magnifique. Ah non, il y a des mots dans ce roman qui, à moi, me touchent énormément. Donc voilà, merci à tous d'être là. Je rappelle, merci à Philippe pour ses super choix. Il a mis les refs dans la bulle. Moi, de toute façon, c'est pas compliqué, hein. C'est ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra. On se retrouve donc dans 15 jours avec des nouvelles lectures et on dit toujours 21h, 22h. J'en profite aussi puisque vous m'avez posé la question. Je ne fais pas du coup les lectures orange du lundi soir puisque ça fait un peu double emploi et que je ne peux pas être sur X tout le temps. Et je vous retrouve vendredi soir pour le Space de Lilou. On parlera bien sûr d'actualité, de droit pour ceux qui m'ont envoyé des messages et m'ont demandé où j'étais. Mais parfois je suis dans la vraie vie aussi et ça fait du bien. Voilà, je vous embrasse. Merci beaucoup Philippe.